Luc, on vient tout juste d'apprendre là, ce matin que, je sais pas, j'ai envie de dire enfin, là, mais le Liban et Israël avaient convenu d'un cessez-le-feu. Je sais pas si le Liban parle au nom du Hezbollah. Bref, tout ça est très compliqué. Ces derniers jours, on a quand même vu Donald Trump, J.D. Vance indirectement mettre quand même beaucoup de pression là, sur Netanyahou, sur Israël. Penses-tu que c'est... Est-ce qu'on leur en doit une au président et vice-président américain pour cette accalmie du côté libanais? J'ai hâte de voir. Je pense qu'il y a eu une influence des déclarations de Donald Trump et de J.D. Vance. Il s'agit toujours de savoir avec Benjamin Netanyahou, mais surtout parce qu'on focus énormément sur Netanyahou, mais il faut regarder également ce que fait la classe politique en Israël, comment on est en politique intérieure, quel est le contexte, le climat politique. On parle d'élections également. Donc, pendant combien de temps le gouvernement en place en Israël, donc qu'on entend très souvent par l'intermédiaire de Netanyahou, pendant combien de temps ils vont se retenir? Parce que ce que je note une fois de plus, cette fois-ci, on dit que ça vient du Hezbollah, l'engagement. Donc, c'est souvent ce qu'on exigeait. Hein? Netanyahou exerce des pressions sur le Liban, puis le Liban qui dit, ben, je fais ce que je peux avec le Hezbollah, ce qui semble être vrai en plus, mais puis-je vraiment le contrôler? Donc, cette fois-ci, le Hezbollah, on peut imaginer des pressions du côté iranien, mais aussi, bien sûr, pour Netanyahou, les pressions du côté américain. Mais c'est que souvent, Netanyahou et les Israéliens se laissent seuls juges ou arbitres dans cette situation-là. Donc, au moindre signal d'alarme, réel, présumé, Benjamin Netanyahou reprend les frappes. Alors, on verra jusqu'où il parvient à convaincre la population ou les élus en Israël de maintenir cette distance, au moins pendant un cessez-le-feu et les prochaines négociations entre les États-Unis et l'Iran. Mais ça apparaît toujours être le maillon faible. Mais je pense qu'on peut dire, en attendant, il y a eu un appel du pied de Donald Trump, c'était clair. C'est cette fameuse phrase dans laquelle il a dit, d'ailleurs, « Je suis le patron ». Il a étendu, donc, le patron à Israël. Et J.D. Vance, bien entendu, qui a ajouté à ça. Ça n'a pas empêché, on a appris ce cessez-le-feu là, officiellement plus tard, mais pour se rendre donc en Suisse pour J.D. Vance, c'est arrivé trop tard. Donc, il y avait déjà une incertitude. C'est J.D. Vance qu'on envoyait donc à la place de Donald Trump représenter les États-Unis et il a annulé son voyage très tôt ce matin. Ce n'est qu'après qu'on a appris le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Parce que rappelons, là, pour ceux qui n'ont pas tout suivi l'actualité de la journée, que la signature finale là, de l'entente entre l'Iran et les États-Unis qui était prévue aujourd'hui à Genève a finalement été reportée. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils ont de part et d'autre signé un document. Là. C'est comme signer une hypothèque pas en même temps, là, grosso modo. Là. On a vu Donald Trump à Versailles. Je pense que le leader iranien a signé à Islamabad ou je ne sais trop quoi au Pakistan. Mais bon, le document est signé par toutes les parties. C'est juste à des endroits différents de la planète. Drôle d'affaire quand même. Ouais. En passant, c'est anecdotique dans le contexte, mais rappelle-toi que Donald Trump avait déploré cette façon de faire de Joe Biden. Il disait, il signe, mais il s'en remet à l'autopeine. Donc, il y a beaucoup d'adversaires de Donald Trump qui ont dit, ben, est-ce que c'est valide finalement cette fois-ci parce que c'est vous qui l'utilisez? On est toujours un peu dans le délire ou dans c'est presque parfois du vaudeville, mais c'est revenu ça dans l'actualité. Et en passant, ce que je trouvais important d'ajouter pour J.D. Vance, c'est que non seulement on devait formellement se voir, donc, autour de la même table, mais on devait entreprendre également les pourparlers. Donc, on verra si la nouvelle plus récente dans le temps, dans la chronologie, qu'il y a bel et bien cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, si ça ne va pas contribuer donc à relancer les pourparlers, dont certains doutent déjà. Rappelons, parce que je l'ai mentionné hier, que bon, l'entente cadre qui a été signée à Versailles par Donald Trump rappelle étrangement le traité de Versailles. Et là, on m'a chicané hier à savoir que tout le monde ne savait pas ce qui s'était passé à Versailles. Hey, Francis Gosselin, il va fort. Il peut pas y dire quelque chose. Il est vite secoué. Isabelle, est-ce que Francis est en train de se victimiser, Isabelle? Oui, ça, c'est très masculin. Je suis une grande victime de la société. Bref, on m'a fait remarquer que je n'avais pas très bien expliqué ce qui s'était passé à Versailles en 1919. Merci, Luc. Et c'était effectivement une capitulation, on pourrait dire, hein, qu'on a fait là, suite à la Première Guerre mondiale, qui a mené à une
courte période de paix et qui, selon certains, était mal ficelée comme entente et qui aurait donc expliqué en grande partie ce qui s'est passé par la suite à la fin des années 30. Mais bon, tout ça pour dire, on voulait t'entendre rapidement, Luc. Là, bon, il y a 1000 ou environ 800, je sais pas trop, drones qui ont été lancés par l'Ukraine sur la Russie hier. Les images sont impressionnantes. Le pays, Moscou notamment, était en flammes. Les images quand même spectaculaires. On est loin des États-Unis, mais comme on le sait, jamais très loin des États-Unis quand il est question de conflit. C'est l'Ukraine de M. Zelensky qui n'avait finalement aucune carte dans le bureau ovale, semble s'en être découvert une ou deux dans la Manche. Donc la question, est-ce que Donald Trump va réagir là, avec ce revirement, on sent, de vent, de situation sur le front russe-ukrainien? Écoute, il y a eu, ça demeure toujours la guerre, ça demeure des morts, ça demeure quelque chose qu'on aimerait éviter, mais il y a dans les dernières heures énormément de matériel à aborder. Puis bien sûr, comme je me tourne souvent vers les États-Unis parce que c'est le pays dont je commente l'actualité en premier, j'ai jeté un coup d'œil du côté américain parce que pendant le G7, Donald Trump a parlé des deux côtés de la bouche. D'un côté, il disait « ce n'est plus un conflit américain ». Donc clairement, oui, on vend des armes par OTAN interposé, mais ça ne nous concerne plus. Mais dans le même G7, puis à peu près au moment de la déclaration, il a également cautionné de nouvelles sanctions à l'endroit de la Russie. C'est comme si Donald Trump se désengageait en quelque sorte, et ce n'est peut-être qu'une stratégie pour jouer une fois de plus les intermédiaires ou les entremetteurs entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Mais donc, il y a encore des enjeux financiers, il y a encore des ventes d'armes, il y a encore des enjeux diplomatiques pour les États-Unis, mais la rupture que je note, et ça, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, c'est que pour Joe Biden, sous l'administration précédente, et ça pouvait se discuter, et c'est, je pense, les Américains ont été influencés par le choix de Donald Trump, c'est que sous Joe Biden, l'Ukraine, c'est un investissement. On disait, oui, ce sont des milliards et des milliards de dollars, mais qu'on investirait de toute façon pour être plus présent un peu plus loin dans la région, pour garder le respect de la Russie, pour tenir en respect la Chine, pour déployer des garde-fous, appelons ça comme ça, à l'expansion chinoise dans la zone Asie-Pacifique. Joe Biden disait, pour passer un message pour Taïwan, par exemple, donc Joe Biden disait ou présentait ça comme étant un investissement. Donald Trump, il va plus l'approche un à un deal ou une entente à la fois, une vision qui est moins globale, puis qui, dit-il, donc ramène les États-Unis plus chez eux, donc moins interventionniste que ne l'était, par exemple, Joe Biden. Donc, ça, cette approche-là, elle est comme confirmée dans son comportement actuel. Maintenant, on verra ce qu'il va donner, parce qu'on discutait tous les deux plus tôt ce matin, on sait que ces fameuses attaques dont tu parles sur Moscou, on visait une raffinerie, mais il y a eu des victimes civiles. Et on s'est demandé, puis on va se pencher là-dessus du côté américain aussi, est-ce que l'Ukraine n'est pas en train de faire le jeu qu'on déplore du côté de la Russie? Et l'argumentaire de Zelensky, il est déjà tout trouvé, mais la question demeure quand même. Zelensky va dire, écoutez, nous, les Ukrainiens, quand nous frappons, c'est clair que c'est des raffineries, ou encore, on va frapper des cibles qui sont strictement militaires. Et dans le cas dont on parle pour Moscou, on pense que ce sont des missiles de défense russes qui auraient pu provoquer la mort de civils. Okay. On n'a pas d'enquête. Est-ce que ce qui arrive de la Russie est parfaitement transparent? Mais, je répète, c'est un argumentaire qui est à la portée de Zelensky. On a quand même vu des blocs appartements qui étaient lourdement endommagés. Il y aurait eu plusieurs morts civiles. Après, comme tu le dis, peut-être que les Russes sont partiellement coupables, mais ça reste que ça s'envenime, toute cette histoire, malheureusement, entre... c'était pas déjà venimeux, mais... Mais dans le narratif de Zelensky, ce que je l'ai ajouté, c'est qu'il y a attendons la confirmation, et 2, les Russes frappaient à l'inverse des cibles civiles 7 fois plus fort que les frappes de l'Ukraine. Donc, c'est l'argumentaire qu'on va ressortir. Mais la question de fond que tu poses, elle est excellente. Au plan moral, au plan éthique, une mort civile demeure une mort civile, peu importe la taille des attaques.
Et c'est On pas sait parce qu'en temps que de guerre, c'est pas parce que tu es attaqué civilement Voilà. que ça te donne le droit de le faire. C'est pas comment dire les conventions là, de guerre, c'est pas œil pour œil, dent pour dent là, en matière Voilà. de droits de l'homme. Il nous reste une minute, Luc, mais il y a Donald Trump qui dit qu'il est le plus grand conquérant de l'histoire de l'humanité ou quelque chose comme ça. Là, j'ai pas la citation exacte. Il l'aurait appris d'un historien célèbre, tu me disais tout à l'heure, un historien qui sert dans ses temps libres de caddie de golf aussi. Résume-nous plus l'anecdote en quelques secondes, Luc. OK, donc, très rapidement, je ne le souligne que pour qu'on évite de banaliser des énormités maintenant qu'on a tendance à laisser aller ou à balayer sous le tapis. Donald Trump, par 2 fois, d'abord dans une entrevue avec le site Axios pendant le G7, mais aussi avant, dans une entrevue accordée à 2 journalistes du New York Times pour un livre qui va paraître bientôt, s'est comparé à une longue liste de meneurs autoritaires et de grands conquérants, et ses modèles actuels seraient M. Modi en Inde et Xi Jinping. Mais je ne l'invente pas, là, il l'a même reproduit cette liste sur Truth Social. Donc, Attila le Hun, Alexandre le Grand, Napoléon, Staline, nommez le meneur que vous voulez ou le conquérant historique que vous voulez. Donald Trump dit ces gens-là ne parviennent pas, en très mauvais français, à m'accoter. Ils ne parviennent pas au même niveau que moi. Ce que je fais présentement, c'est plus grand que tous ces gens-là. Donc, pour ceux qui doutaient de la dérive autoritaire ou qui encore se posent des questions sur l'état de santé du président, je retiens essentiellement, sans pouvoir poser de diagnostic médical, que c'est tout sauf normal. Et pour vous demander à quel point ce n'est pas normal, imaginez Mark Carney dire ça cet après-midi. On réagirait comment au Canada ou au Québec si Mark Carney s'exprimait de la sorte? C'est un grand conquérant, Mark Carney. Isabelle hoche de la tête, là. Elle accepte la conquête de... Grand conquérant. J'accepte rien pantoute. J'accepte rien pantoute. Ça manque de femmes, ta liste, je trouve. D'ailleurs, il faudrait dire à Donald d'inclure, je sais pas, Catherine II de Russie. C'est pas populaire de mettre des femmes de l'avant, je te dirais. Non. Des femmes conquérantes. Francis, il a réservé aux femmes dans l'histoire le même sort qu'aux femmes dans son cabinet. Elles ne sont plus là. C'est pas important. C'est pas important. C'est secondaire, tout ça, Luc. Mais non, mais blague à part, drôle d'affaires et drôle de sources, d'ailleurs. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures américaines. Luc, merci. Salut.